Il est 19 heures sur Al24 News. Bonsoir à tous. Voici les titres du journal. La reine Elisabeth II n'est plus la doyenne mondiale des monarques et décédée aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Elle aura régné pendant plus de 7 décennies. Après 2 décennies de pourparlers, le méga-projet transsaharien s'apprête à exporter le gaz dans les prochaines années. Crise des céréales. En dépit de l'accord signé à Istanbul, en Turquie, Moscou accuse Kiev de privilégier les pays riches pour ce qui est de la livraison du blé. Le monde vient de perdre la reine Elisabeth II, âgée de 96 ans. Elle aura régné sur la Grande-Bretagne et les pays du Commonwealth pendant plus de 70 ans. La nouvelle a consterné des millions de Britanniques. Les drapeaux sont en berne au palais de Buckingham Palace. C'est le prince de Galles qui succède au trône. La reine Elisabeth II s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 96 ans en Écosse. La doyenne des monarques a laissé derrière elle 70 ans de règne et de réalisation pour les Britanniques. Iman Merad. La reine n'est plus. Elle s'est éteinte dans sa résidence écossaise de Balmoral à l'âge de 96 ans, entourée de toute sa famille et d'une équipe médicale qui l'a assistée depuis le début de cette journée. Plus qu'une reine, elle fut un symbole pour le Royaume-Uni. Elle a traversé les décennies et a été le témoin vivant de l'histoire. Depuis son intronisation, la reine a mené de grandes réformes constitutionnelles au Royaume-Uni. Elle a notamment accompagné l'indépendance des pays administrés. Elle a transformé l'Empire britannique en Commonwealth of Nations. Loin des ors de la couronne, la reine Elisabeth a des plaisirs simples. Aimant la nature et les animaux, à 7 ans, elle tient en laisse son premier corgi qui deviendra un des symboles de la couronne britannique. La reine incarne l'ordre, la tradition, mais aussi le courage et la simplicité. Une reine de classe, parfaitement identifiable avec ses tenues vives et ses élégants chapeaux. Des styles vestimentaires rétro, élégants, insolites par la couleur, mais toujours chiquissimes. Après 7 décennies à la tête du Royaume-Uni, une vie tellement riche en rebondissements, du faste, des scandales, du glamour et des larmes, qu'il existe depuis 2016 une série mettant somptueusement en scène les aléas de la vie et de l'histoire du règne d'Élisabeth II. Voilà pour ce qui est du décès de la reine Elisabeth II. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune opère un remaniement ministériel partiel. 5 portefeuilles sont concernés, ceux de l'intérieur, de la santé, de l'enseignement supérieur, des transports ainsi que l'industrie pharmaceutique. Les ministres clés n'ont pas été touchés. Nous vous le disions en titre, le gazoduc Abuja-Alger permettra d'exporter le gaz africain vers l'Europe dans un délai maximum de 2 ans. Le ministre du pétrole nigérian l'a annoncé récemment. À noter que la partie algérienne a finalisé les travaux de sa partie du projet. Les détails avec Walid Chaban. Après 20 ans de négociations, le calendrier d'exploitation du gazoduc transsaharien Gaz Pipeline est en cours d'élaboration pour alimenter l'Europe en gaz naturel. Le Nigeria annonce le début de l'exportation de son gaz vers l'Europe via l'Algérie d'ici 2 ans, en fonction de l'achèvement par les 2 pays des travaux de leur tronçon, en attendant la construction du tronçon de transit du Niger.
Au cours des 2 prochaines années, il faudra commencer la réalisation de ce projet reliant le Nigeria et l'Algérie à travers le Sahara africain. Actuellement, les travaux de réalisation sont en cours au Nigeria, alors que l'Algérie a achevé son réseau gazier. Pour notre part, nous sommes à 70% dans l'avancement du projet propre au Nigeria. Dans un premier temps, nous envisageons de transporter le gaz du sud au nord du pays. Ensuite, on sera fin prêt à acheminer directement vers le Niger et l'Algérie. Au moment où l'Europe cherche des alternatives pour remplacer le gaz russe, Abuja annonce l'actualisation des coûts d'investissement de ce méga-projet. Nous sommes en train de discuter de ce gazoduc depuis très longtemps et nous allons entamer la construction des pipelines. Malheureusement, les travaux ont été suspendus pendant un moment déjà. Actuellement, nous sommes en train d'actualiser les chiffres, les coûts et d'étudier la situation économique du projet. Nous allons essayer d'actualiser les chiffres avec les experts consultants. La réalisation de ce gigantesque projet dans les plus brefs délais assure un approvisionnement supplémentaire de l'Europe en gaz naturel d'un côté et un développement socio-économique durable du Nigeria, du Niger et de l'Algérie de l'autre côté, surtout en ce contexte de crise croissante. Et pour plus d'informations, nous avons avec nous via Skype l'expert économique Boubker Slami. Bonsoir monsieur Boubker Slami. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, sur fond de crise énergétique, ce projet est prometteur à la fois pour l'Algérie et le Nigeria, et éventuellement pour l'Europe. Absolument, c'est un projet stratégique pour le Nigeria, pour l'Algérie, d'un degré moins pour le Niger et surtout pour l'Europe. Surtout actuellement, il y a une crise mondiale de gaz et je crois que l'alternative c'est l'Algérie, le Nigeria et d'autres pays, par exemple le Qatar. Mais par rapport à l'Europe, je crois que c'est un projet de premier plan stratégique, sachant que la distance entre l'Algérie et l'Europe elle est moins, donc le coût sera moins. Et c'est un projet gigantesque par rapport aux deux géants de l'Afrique de gaz, de l'Algérie et le Nigeria. Ça va apporter beaucoup pour les deux pays en matière de devises et c'est une source d'approvisionnement pour l'Europe. Et je crois que d'ici 2 ans, ça va commencer, le projet sera en activité. Pour le retour d'investissement, ça va demander encore quelques années, donc ça va aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Mais après, ça sera une source premièrement pour les Européens en matière de gaz. Pour nous, c'est en matière de devises et pour la région qui sera traversée par ce gazoduc, ça sera une activité économique qui va naître sur cette zone. Nous allons devoir vous interrompre, monsieur Slami, parce que la première ministre britannique vient d'annoncer officiellement le décès de la reine Elisabeth II. And the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain, and that spirit will endure. She has been our longest ever reigning monarch. It's an extraordinary achievement to have presided with such dignity and grace for 70 years. Her life of service stretched beyond most of our living memories. In return, she was loved and admired by the people in the United Kingdom and all around the world. She has been a personal inspiration to me and to many Britons. Her devotion to duty is an example to us all. Earlier this week, at 96, she remained determined to carry out her duties as she appointed me as her 15th Prime Minister. Throughout her life, she's visited more than 100 countries, and she has touched the lives of millions around the world. In the difficult days ahead, we will come together with our friends across the United Kingdom, the Commonwealth and the world to celebrate her extraordinary lifetime of service. It is a day of great loss,
but Queen Elizabeth II leaves a great legacy. Today, the crown passes, as it has done for more than 1,000 years, to our new monarch, our new head of state, His Majesty, King Charles III. With the King's family, we mourn the loss of his mother, and as we mourn, we must come together as a people to support him, to help him bear the awesome responsibility that he now carries for us all. We offer him our loyalty and devotion, just as his mother devoted so much to so many for so long. And with the passing of the second Elizabethan age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, God save the King. Voilà, c'était donc l'allocution de la première ministre britannique Liz Truss suite au décès de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Des messages de condoléances émanent du monde entier, à l'image de l'Inde, les Émirats arabes unis ainsi que le Qatar. Je reviens vers vous, Monsieur Boubacar Slami. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allô, oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Slami, pour ce qui est des travaux presque achevés pour la partie algérienne et le Nigeria, est-ce que vous pensez que les délais seront respectés ? Normalement, avec la situation financière de l'Algérie actuellement, créée par l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, je crois que l'Algérie dispose des moyens financiers pour réaliser ce projet. Donc, il reste peut-être les entreprises à réaliser. Et je crois qu'il y a assez d'entreprises en Algérie ou à l'étranger qui peuvent réaliser ce projet. Donc c'est très important le délai parce que surtout avec les clients, le client européen exige des délais bien précis. Premièrement, deuxièmement pour être fiable, parce que imaginez demain si le projet fait de retard, donc les clients peuvent trouver le gaz ailleurs et là il y aura un problème de rentabilité et de retour d'investissement. Donc il faut mettre le paquet, il faut trouver les moyens nécessaires en matière de entreprises de réalisation et de moyens financiers et je crois que d'ici 10 ans, à mon avis, surtout qu'une partie de ce projet ou de ce gazoduc est déjà réalisé en Algérie, il reste une partie. Je crois que 2 ans est largement suffisant. Très bien. Monsieur Boubacar Slami, expert en économie, merci beaucoup pour ces informations. Énergie, toujours, le ministre de l'Énergie et des Mines algérien, Mohamed Arqab, a reçu une délégation de l'entreprise allemande V1G, avec laquelle il a abordé des opportunités d'affaires et d'investissement entre le groupe Sonatrach et V1G dans le domaine énergétique, ainsi que le transport et la commercialisation du GNL. L'Algérie a réagi par l'intermédiaire de l'envoyé spécial chargé du dossier du Sahara occidental et du Maghreb, l'ambassadeur Ammar Bellani, aux allégations sans fondement colportées par les médias marocains concernant la réunion du Conseil des États arabes qui a célébré ses travaux au Caire. La mise au point nécessaire vise à apporter des éclaircissements et à préparer une atmosphère saine pour le prochain sommet arabe prévu à Alger. Les détails avec Sofiane Baroudi. Dans une nouvelle tentative de travestir la réalité, l'agence de presse marocaine et les satellites médiatiques du Makhzen ont donné une interprétation galvaudée que l'envoyé spécial algérien, chargé du Sahara occidental et du Maghreb, l'ambassadeur Ammar Bellani, a qualifié d'élucubration. Une lecture tronquée des résolutions adoptées lors de la dernière réunion du Conseil des États arabes qui a été célébrée au Caire dans l'objectif de tromper l'opinion publique arabe a été diffusée. La version colportée par les médias en question est complètement sans fondement et vise, selon les propos de l'ambassadeur Ammar Bellani, à fabriquer des victoires diplomatiques imaginaires en fabulant de soi-disant avancées au détriment de l'Algérie. À ce propos, la résolution en question, sur le volet du suivi des ingérences iraniennes dans les affaires intérieures des États arabes, ne mentionne nullement le Front de libération Polisario. Dans ce sens, l'interprétation des médias au service du Makhzen est complètement frauduleuse. Dans ce sillage, la délégation algérienne a fait consigner dans le document officiel
Je cite que, face au danger des organisations terroristes et séparatistes et de leur classification, l'Algérie appelle toujours au respect de la légalité internationale et des résolutions des Nations Unies dans le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États. Le diplomate algérien explique également que le contenu du préambule de la résolution, qui fait référence à la réunion d'un comité de suivi, ne reflète pas ces principes fondamentaux des Nations Unies. Et la délégation algérienne a tenu à souligner que ce qui est qualifié d'éléments terroristes séparatistes concerne seulement ceux qui sont classés en tant que tels par les Nations Unies et que les frontières visées sont celles qui sont internationalement reconnues. L'Algérie exprime encore une fois ainsi son attachement résolu aux principes du droit international, dans une mise au point nécessaire afin d'assainir une atmosphère que certaines parties visent à polluer en tentant d'enfermer l'instance régionale dans des débats stériles qui l'éloignent de sa vocation, limitant ainsi son apport sur le volet vital de la résilience collective à construire afin de relever les défis posés par le monde contemporain dans un contexte de profonde transformation. Le sommet d'Alger qui aura lieu le 1er novembre prochain, sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien et de la défense de ses droits légitimes, devra consacrer un sursaut salutaire nécessaire au renouveau du monde arabe qui devra se faire dans la capitale algérienne ou nulle part ailleurs. Dossier du Sahara occidental, le chef du Parti populaire d'opposition espagnol, Núñez Figo, a critiqué la position de Pedro Sánchez concernant le Sahara occidental. Dans une interview accordée à la chaîne Antena 3, le dirigeant espagnol a évoqué les liens historiques qui unissent le peuple sahraoui espagnol, soulignant que la relation du Sahara occidental avec l'Espagne n'a rien à voir avec d'autres pays, expliquant qu'il s'agit d'une relation basée sur une considération historique importante. Un país como el nuestro, que tiene un socio estratégico. Un pays comme le nôtre, qui dispose d'un partenaire stratégique, qui est l'Algérie, dans l'approvisionnement en gaz, dans une conjoncture de conflit, nous nous mettons en situation de froid avec ce partenaire. Et nous commençons à importer du gaz américain, avec le coût qu'implique de ramener du gaz depuis les États-Unis jusqu'en Espagne. Et en plus, nous achetons du gaz liquéfié à la Russie, plus qu'aucun autre pays. Si nos entreprises ne peuvent pas avoir de gaz algérien parce que le gouvernement a altéré les relations avec l'Algérie, ces entreprises devront trouver le gaz là où il se trouve. Mais ce qui est évident, c'est qu'on parle de boycotter Poutine alors que Sanchez est le plus grand client européen de gaz liquéfié russe. Pourquoi ce résultat? Parce qu'il a commis une erreur du point de vue des relations internationales, en rompant l'accord et les équilibres que nous avions avec l'Algérie et le Maroc. Sahara occidental toujours, la République arabe sahraoui a exhorté les organisateurs de la course africaine de l'environnement dans son édition de cette année qui se tiendra du 15 au 30 octobre à ne pas violer la légitimité internationale en traversant le territoire national sahraoui. Dans un communiqué, la République sahraoui a mis en garde les concurrents et les autorités responsables et les a tenus pour responsables des conséquences pouvant résulter de leur entrée et de leur transit sur le territoire national sahraoui. En Palestine occupée, un jeune Palestinien âgé de 17 ans est tombé en martyr dans la nuit de mercredi à jeudi dans le nord de la Cisjordanie occupée sous les balles de l'armée sioniste, a fait savoir le ministère palestinien de la Santé. Il s'agit de Haitham Hani Moubarak. Mercredi, son compatriote Younes Rassan Taye, âgé de 21 ans, était tombé en martyr par une balle dans le cœur tiré par un soldat de l'occupation dans le camp d'Al-Farra, situé entre les villes de Toubas et Jenin en Cisjordanie occupée. Au Moyen-Orient toujours, la Cour suprême fédérale d'Irak a annoncé hier le rejet de la requête soumise par le mouvement sadriste pour dissoudre le Parlement, affirmant que la solution devait appartenir au Parlement lui-même.
À ce jour, les deux parties n'ont pas officiellement commenté le rejet de dissolution du Parlement. Une décision qui pourrait mener à une plus grande complexité de la scène politique irakienne, notamment avec le refus du mouvement Sadr de participer à toutes les séances des pourparlers avec le reste des autres forces, laissant entendre par ses bras médiatiques et ses membres influents d'un possible comeback à la scène politique irakienne. Actualité continentale, les partenaires du Mali ont renouvelé depuis Lomé leur soutien aux autorités du pays au terme de la 3e réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de la 3e réunion, Abdel Fattah Moussa, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la communauté économique d'États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a assuré le Mali de la disponibilité de l'organisation sous-régionale à soutenir et accompagner le gouvernement de transition en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Sur les principes clés qui guident l'action publique de notre pays, conformément à la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, et enfin la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans l'ensemble des décisions. Des responsables de diverses agences des Nations Unies et agences humanitaires ont tiré la sonnette d'alarme pour la Somalie, alors que le risque de famine augmente dans ce pays d'Afrique de l'Est. La représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en Somalie a déclaré lors d'un point de presse qu'environ 1,5 million d'enfants, soit près de la moitié des enfants de moins de 5 ans dans les 74 districts somaliens, pourraient être confrontés à la malnutrition. En pleine période de stress alimentaire, le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine de privilégier les pays riches au détriment des pays pauvres pour la livraison du blé ukrainien. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est lui aligné sur la position de Vladimir Poutine, reprochant à l'Occident de négliger les pays en voie de développement. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Les pays en voie de développement sont au cœur d'une joute verbale entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, à laquelle s'est invité le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'approvisionner l'Union européenne en priorité, au détriment des pays où les risques de crise alimentaire représentent un réel danger. Le maître du Kremlin a saisi l'occasion pour tirer à boulet rouge sur les nations européennes. Seuls 3% sont destinés aux pays en développement. Je tiens à dire que de nombreux pays européens ont agi comme des colonisateurs au cours des décennies et des siècles précédents et continuent de le faire aujourd'hui. Autour de Volodymyr Zelensky de rétorquer, affirmant que le blé ukrainien était exporté vers 3 continents. Force est de constater que la quantité de céréales destinées à l'Afrique était minime comparée aux autres régions du monde, alors même que la Somalie est devenue un pays où la sécurité alimentaire est devenue une utopie. Les denrées alimentaires ukrainiennes ont déjà été exportées vers 3 continents, Afrique, Asie et Europe. 54 navires ont déjà été envoyés en Asie, 16 en Afrique, 32 en Europe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a quant à lui exprimé son accord avec son homologue russe, affirmant sa volonté de voir le blé ukrainien exporté vers l'Afrique, où les besoins se font de plus en plus pesants. Et les travaux du Forum économique oriental à Vladivostok, en Russie, ont pris fin aujourd'hui. Le président Vladimir Poutine a clos sur des déclarations rassurantes pour son pays, en dépit des sanctions occidentales. Le Kremlin indique avoir surmonté le pic des difficultés économiques causées par les restrictions européennes et américaines.
Et la Russie n'a aucune objection de voir l'Algérie rejoindre le groupe BRICS. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur russe à Alger. Selon l'ambassadeur, le président algérien a écrit à son homologue russe à ce sujet. Le diplomate russe a aussi indiqué qu'il y a une décision préliminaire d'effectuer une visite de Abdelmadjid Tebboune à Moscou avant la fin de cette année et que d'importants événements attendent les relations bilatérales appelées à se hisser au rang de stratégiques. L'Iran a estimé aujourd'hui que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, était sans fondement après que l'instance onusienne a émis des doutes sur la veille sur le caractère pacifique du programme nucléaire de Téhéran. Naïla Aït-Hamouda. Le nouvel accord nucléaire entre l'Iran et les puissances mondiales ne sera pas signé dans un avenir proche. Les chances de son succès ont été mises de côté avec les nouveaux changements qui ont fait surface. Les négociations sont donc à nouveau au point mort après la dernière réaction de l'Iran. Elle délance le rapport sans fondement de l'AIEA. Un rapport qui complique encore les efforts diplomatiques pour relancer l'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales, dont les États-Unis. L'AIEA a haussé le ton hier face à l'Iran, déclarant ne plus être en mesure de garantir le caractère pacifique du programme nucléaire iranien, en raison de l'absence de progrès sur la question de 3 sites non déclarés où des traces d'uranium ont été découvertes par le passé. L'agence est allée encore plus loin. Elle a affirmé que le stock iranien d'uranium enrichi à 60% est proche du seuil de 90%, le taux nécessaire à l'élaboration d'une arme atomique. Ce rapport intervient alors que les négociations pour faire revivre l'accord de 2015 est à l'arrêt et l'un des principaux points de blocage est le dossier des traces d'uranium enrichi. L'Iran réclame une clôture de l'enquête de l'AIEA pour parvenir à un compromis et les Occidentaux et l'AIEA de leur côté estiment que cette question n'est pas liée à l'accord et que l'Iran a l'obligation légale de fournir des réponses à l'agence. Le dossier nucléaire semble être depuis quelque temps le dossier de tous, les États-Unis comme l'Union européenne, mais également l'entité sioniste, qui apparemment trouve son mot à dire et appelle les États-Unis à cesser toute négociation avec l'Iran, après que celui-ci ait demandé à l'AIEA d'arrêter ses enquêtes. De son côté, Hossein Amir Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, affirme que son pays a des lignes rouges à ne pas franchir, en réponse à ses détracteurs. Et le Premier ministre albanais Edi Rama a annoncé la rupture des relations diplomatiques entre son pays et Téhéran, accusé d'être à l'origine d'une cyberattaque au mois de juillet passé. Téhéran a fermement condamné cette décision. Les autorités albanaises ont ordonné aux diplomates iraniens et au personnel de l'ambassade de quitter le pays sous 24 heures. Le Conseil des ministres a décidé la rupture des relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran avec effet immédiat. Une notification officielle de cette décision a été envoyée à l'ambassade de la République islamique d'Iran, exigeant que l'ensemble de son personnel diplomatique, technique, administratif et de sécurité quitte sous 24 heures le territoire de la République d'Albanie. Sport football, c'est aujourd'hui, ou plutôt dans 20 minutes, que s'achève la Coupe arabe des U17 organisée en Algérie avec comme affiche finale la rencontre entre l'Algérie et le Maroc au stade de Sig à 20h. Les poulains de Rizqi Herman visent le sacre historique après un tournoi sans faute de 5 matchs, ainsi que la préparation de la Coupe d'Afrique pour la même catégorie au mois d'avril 2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le bulletin météo présenté par Amal Amizien Zitouni. Excellente soirée à tous.